Oui, bonjour, je suis Damien Lecamp, donc je suis le jour CTO à Space Elephant, donc le directeur technique. On fait les choix d'orientation technique, par exemple. Et la nuit, j'anime avec Guillaume et puis d'autres, par exemple, une des deux entités qu'on a cofondées, la Blockchain et Société, qui est une association à but non lucratif, dont le but est de démocratiser la blockchain et ses usages. Voilà, on organise régulièrement des événements autour de ça. Donc en fait, on imagine bien, même si Guillaume disait tout à l'heure, c'est le monde du futur, en fait, on pense que le monde d'aujourd'hui, c'est déjà le monde du passé, le monde legacy, comme on dit dans l'informatique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui se serait passé dans l'équivalent de notre monde centralisé du passé, on va dire. Donc on retrouve les mêmes composants là qu'on a vus juste au présent. Donc là, on a le site actuel de blockchain-et-société.org. Qui doit forcément stocker quelques informations liées au profil de l'utilisateur. Bien sûr, hein, vous êtes connu de l'association. Est-ce qu'il a cotisé? Est-ce qu'il n'a pas cotisé? Et donc là, on enregistre ces informations dans un système de stockage là, qui est représenté sur le bas de l'écran par les silos de stockage. Et forcément, au moment où on va vouloir, quand on a détecté que cet adhérent n'a pas cotisé, eh bien, il va falloir lui proposer d'aller vers un système de paiement. Voilà, donc un système de paiement. Le système de paiement, et je vous passe quand vous êtes sur mobile, mais voilà, un système de paiement, ça ressemble à ça. Voilà, il faut remplir plein de choses. Voilà, en général, voilà, clairement, quand il faut payer, c'est la galère. Et là, on vous a même pas montré le système de sécurisation qu'il y a derrière. Hein. Vous savez, l'OTP SMS qu'on n'arrive jamais à taper parce qu'il y en a 10 et on oublie la ressaisie. Donc c'est compliqué. Voilà, le monde centralisé, si on résume, en fait, la partie logique métier qu'on représente là, c'est quelque chose effectivement qui est centralisé, c'est plutôt complexe vis-à-vis de l'utilisateur. Et nous, on veut proposer via des outils qui vont venir se mettre dans le navigateur, le monde non centralisé, et qui lui fonctionne complètement différemment. Bon, voilà, on a un système qui n'a absolument rien à voir et qui propose finalement de reposer beaucoup plus sur ce qui se passe côté de l'utilisateur. On va délocaliser des traitements. Alors maintenant, on regarde qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant cette démonstration dans le monde merveilleux qu'est le monde décentralisé. Alors pour résumer, pour schématiser, on a fait cette image qui en fait reprend les différentes briques qui permettent de composer, de créer des services décentralisés. En haut à gauche, vous avez un réseau décentralisé pair à pair. En fait, c'est la blockchain Ethereum qui va contenir toute la logique métier. Donc, comme a dit Damien tout à l'heure, la logique métier dans le monde centralisé, elle se trouve sur un serveur. Là, la logique métier, elle est écrite dans ce qu'on appelle un smart contract. Donc, c'est du code dont l'état est stocké sur la blockchain et dont l'état va évoluer via consensus dans le réseau décentralisé. Donc, on a scripté tout le fonctionnement de notre service, c'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement une liste d'identifiants avec un booléen qui est associé, qui permet de savoir si la personne a cotisé ou non. Donc voilà pour la partie logique métier. Ensuite, il y a une deuxième brique, c'est la partie stockage. En fait, on se rend compte qu'on a des fichiers, une application qui s'exécute dans notre navigateur, et cette application, c'est du code également. Donc ce code, il a bien été hébergé quelque part. Et là, ce code a été hébergé dans un second réseau. Donc ce sont deux réseaux bien distincts qui ne communiquent a priori pas. Et dans ce deuxième réseau, donc un réseau également décentralisé pair à pair, qui s'appelle IPFS, on va pouvoir aller stocker des fichiers statiques de notre application web. Et enfin, la dernière partie, c'est côté client, dans son navigateur, sur son ordinateur, il a un navigateur augmenté avec différents outils. Il a deux outils principaux, donc MetaMask, qui est une extension qu'on va pouvoir installer dans certains navigateurs modernes d'aujourd'hui, donc type Chrome et Firefox. Et on a donc MetaMask va vous permettre de communiquer avec le monde de la blockchain Ethereum. Et on a une seconde extension qui est IPFS Companion, qui va vous permettre, depuis votre navigateur, de communiquer avec le réseau IPFS. En fait, pour faire simple, c'est tout simplement une extension qui injecte du JavaScript à la racine de notre page web. Donc comment ça va se passer? J'ai saisi mon URL avec dweb./ipns blockchain société. Et là, c'est l'extension IPFS qui va pouvoir interpréter cette URL. C'est le seul à connaître comment lire le protocole dweb.
Donc il va aller analyser cette chaîne, il va voir blockchain société. Blockchain société, c'est l'alias qu'on a ajouté par-dessus les ressources de notre page web. Donc il va aller rechercher l'identifiant. Donc de la même manière que tout à l'heure, pour m'identifier, j'avais un identifiant sous la forme d'une chaîne de caractères imbuvable. Là, nos ressources sont également, vu qu'elles sont stockées dans un monde décentralisé, elles sont également identifiées de la même manière. Donc lui, il va aller rechercher cet identifiant. Et une fois qu'il a trouvé cet identifiant dans le registre, il va aller faire une demande dans le réseau IPFS. Il va faire cette demande, et parmi les nœuds du réseau, il y en a certains qui possèdent cette ressource. Donc ils vont répondre à la requête, et finalement la ressource va arriver jusqu'à mon ordinateur. Sur mon ordinateur, le navigateur va récupérer le code source, il va pouvoir l'afficher correctement. À l'intérieur du navigateur, enfin de l'application, il y a un petit bout de JavaScript qui va demander à MetaMask d'aller lire dans la blockchain Ethereum l'état de mon smart contract, le smart contract qui héberge ma logique métier. Et donc, il va demander, pour tel identifiant, est-ce que cette personne a cotisé ou pas? Donc, de la même manière que dans IPFS, il va faire une demande et quelqu'un va lui répondre. Ensuite, donc là, le navigateur, l'application qui est dans le navigateur, elle a été capable de savoir si la personne a cotisé. Donc, elle va être capable de mettre à jour l'interface. Donc, c'est pour ça qu'on a vu un petit encart rouge en haut à droite. Donc, une fois que j'ai cliqué sur soumettre, enfin, je cotise, j'ai l'extension MetaMask qui, pareil, m'affiche une petite interface. Et en fait, ce que ça dit, c'est que MetaMask va créer une transaction, au sens blockchain, une transaction qui va contenir le portefeuille de départ, le portefeuille d'arrivée et la somme. Et donc cette transaction, il va la soumettre au réseau blockchain, à la blockchain Ethereum, et via consensus, cette transaction va être inscrite dans le registre Ethereum. C'est pour ça qu'un consensus, étant donné qu'il n'y a pas d'autorité centrale, ça va prendre plusieurs secondes. Et donc c'est pour ça que c'est au bout de quelques secondes qu'on voit que l'interface se met à jour, parce qu'une fois que ça a été ajouté dans la blockchain, MetaMask est notifié et il permet de mettre à jour l'écran, l'interface. Donc voilà. Pour résumer, on a créé un service en 3 briques qui est totalement décentralisé, et qui, pour le coup, ne nécessite pas d'autorité, de serveur central qu'il faut gérer par nous-mêmes. Là, c'est les réseaux décentralisés pair à pair qui le gèrent pour nous. Alors là, on a utilisé 2 technologies pour justement mettre en place ce service. Et il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Là, on les a regroupés par type. Pour héberger la logique business, il y a plusieurs plateformes qui le permettent. Il y a Ethereum, EOS, Neo, Cardano, Hgraph ou encore Icon. En fait, ce sont toutes les blockchains qui permettent d'exécuter des smart contracts. Là, c'est un sous-ensemble de tout le monde décentralisé. Pour la partie stockage, c'est de la même manière, on a choisi IPFS, mais on aurait pu choisir l'un des autres projets. Il y a le projet SIA, il y a le projet Swarm, il y a le projet Storj, il y a le projet DatData. Donc tout ça, ce sont d'autres projets qui hébergent d'autres données et qui permettent justement de stocker des fichiers. Ensuite, il y a le service de nommage. Donc, service de nommage, c'est la chose qui va nous permettre de rajouter plus d'humains dans le monde centralisé. Il y a plusieurs types de nommage. Il y a le nommage des ressources. Donc c'est celui qu'on a vu avec Blockchain Société, qui va me permettre de récupérer mes ressources dans IPFS. Et il y a le nommage de personnes, d'utilisateurs. C'est celui qu'on a vu avec @guillaume.nicolas. Et donc, donc là, pour le nommage de ressources, on va avoir différents projets. ENS, qui est le système de nommage spécifique à la plateforme Ethereum. On a Blockstack, on a Namecoin, qui sont eux plus spécifiques à la plateforme Bitcoin. Et pour le nommage des personnes, l'identification des personnes, on a d'autres projets, par exemple le projet UNS, qui a pour vocation de fonctionner sur toutes les blockchains qui existent, et un autre projet qui s'appelle IOV, qui a cette même ambition. Et enfin, pour la partie outils et framework, j'ai remis ceux qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient embarqués dans mon navigateur. Pour résumer sur ces différents éléments de l'écosystème, en fait, c'est vous, en tant que développeur, si vous êtes développeur, qui choisissez les composants que vous souhaitez pour fabriquer votre web décentralisé, de la même manière que vous pourriez choisir votre fournisseur de cloud, votre base de données et puis votre système de gestion d'authentification. Là, la même chose dans le monde décentralisé, vous choisissez le fournisseur. On a vu un peu au niveau technique comment ça fonctionnait. Maintenant, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il faudrait basculer sur un monde décentralisé ? Voilà, c'est pas qu'une lubie de techniciens, en fait. Le monde décentralisé, ça a un réel intérêt. Le premier point, c'est tout simplement la congestion.
Je ne sais pas s'il y en a qui sont chez des opérateurs qui ont des difficultés à lire des vidéos à certaines heures de la journée. Mais le web aujourd'hui, c'est ça. On veut accéder à des données et en fait, c'est totalement saturé. Vous voyez, c'est une autoroute à 50 voies et tout le monde veut passer en même temps au péage. Donc à 19h le soir, on va aller sur Netflix et bah, le système explose complètement. Donc en gros, si vous n'avez pas une voie dédiée, comme ça se passe chez certains opérateurs, vous n'avez pas accès à l'information. Le web d'aujourd'hui, totalement centralisé, c'est un gros problème de contention. Le web décentralisé n'a pas ce problème. Deuxième point sur la centralisation, c'est l'effet même de la centralisation. Quand toutes les données passent par un seul endroit, vous avez forcément un humain qui à un moment donné se dit « Ouais, mais si on en profitait pour bricoler un peu les données au passage ». Donc évidemment, dans une démocratie, c'est contrôlé, c'est censé passer par l'Assemblée, il y a des gens qui votent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données centralisées ? En France, il y a de la censure, effectivement. Il y a des sites particuliers qui sont bloqués auxquels vous ne pouvez pas accéder. Vous êtes journaliste, eh ben, vous devez trouver un moyen d'y accéder. Et puis le jour où dans votre pays ça se passe mal et l'État commence un petit peu à dériver, et ben, cette centralisation a des effets de bord phénoménaux. En fait, c'est la possibilité de censurer non pas l'information que collectivement on estime peut-être sensible, et là c'est même l'information, on va dire le débat, qui peut carrément être coupé. Avec le web décentralisé, c'est pas possible. C'est ça l'enjeu du web décentralisé, c'est l'impossibilité de censurer. Attention qu'on ne se trompe pas de débat. Bien sûr qu'il faut protéger les enfants, bien sûr qu'il y a des contenus qui ne doivent pas être accessibles, mais c'est plutôt ainsi quelque chose à gérer individuellement que de déléguer ça à l'État, je pense. Enfin, dernier point, on est non décentralisé, on est dans la distribution de l'information. On va faire disparaître aussi tout simplement les points de faillite. Le serveur que vous avez monté, qui est sensible à l'effet capital, il y a une entreprise locale, j'aime bien, là, qui, à chaque fois qu'ils passent à Capital le dimanche soir, leur site, à une époque, explosait. Donc pendant 5 minutes, le site ne répondait plus. Bah, pourquoi ? Ok, gestion des ressources, dimensionnement, on va vous répondre qu'à le cloud, c'est génial. Le web décentralisé, c'est natif. Vous n'avez pas à vous poser cette question, c'est natif. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le web décentralisé ? Qu'est-ce qu'on a qui est déjà disponible ? Il ne suffit pas de le vouloir, il faut aussi avoir des services. Là, on vous propose un échantillon de quelques services qui sont utilisables. Vous avez en haut à droite un système qui propose une meilleure distribution de la valeur dans la création, à la fois en termes d'hébergement du code, de la logique métier dans la blockchain, et aussi en termes de distribution des informations autour d'IPFS, par exemple, comme protocole. Vous avez un YouTube-like totalement décentralisé, avec une logique de rémunération et de distribution de la valeur différente de celle de YouTube. On n'a pas d'intermédiaire, en fait, par rapport à ça. Un exemple de réseau social, parce que là, aujourd'hui, l'actualité le montre que maîtriser ces données, maîtriser ce qu'on en fait, et surtout maîtriser ce qui se passe derrière, c'est important. Akasha, c'est ambition, par exemple, d'un point de vue décentralisé, de maîtriser la façon dont vos données personnelles sont utilisées dans le réseau, et en particulier si elles sont diffusées ou pas. Aujourd'hui, cette maîtrise, vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas. Et enfin, je vous propose d'aller consulter State of the DApps. Vous voulez vous faire une idée plus large de ce qui existe comme application décentralisée. Là, vous avez un annuaire en fait, d'applications qui ont été sélectionnées par la communauté. Vous avez tout, hein, du jeu, de l'information, vous avez des systèmes de réseaux sociaux. Enfin, voilà, vous avez pas mal de choses. Je vous incite à aller le voir. State of the DApps, vous retrouverez certaines des applications qu'on a mises là. Et qui vous donneront de l'état, de l'avancement de ces projets. C'est une espèce d'annuaire, hein, c'est le Yahoo des années 2000. Voilà, une liste raffinée de comment on peut rentrer dans ce monde décentralisé. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. On est arrivé à la fin de cette présentation. Juste pour rappel, donc, notre association Blockchain Société, on est actif. Donc, tous les mois, on essaie d'organiser des événements. Si le monde décentralisé vous intéresse, si le monde des crypto-monnaies vous intéresse, rejoignez-nous. Là, la prochaine session, on va parler de législation et comment justement déclarer toutes nos crypto-monnaies qu'on possède. Et pour reparler de notre startup Space Elephant, on est en cours de création de 2 produits. On vient d'annoncer UNS, Universal Name System, lundi. Donc je vous laisse aller découvrir ce produit sur notre site internet. Et on a lancé un second produit qui s'appelle Sonar Planet, dont le but va vous permettre d'être notifié lorsque des mouvements sont présents sur des wallets de crypto-monnaies. Lorsqu'il y a une rentrée d'argent, une sortie d'argent, lorsque ça dépasse un certain seuil, etc. Donc voilà, merci à vous. Merci.